Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de 7 Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité socio-économique et politique de Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons décrypter 3 grands sujets qui ont animé le pays. Il s'agit donc du renouvellement de l'exécutif, les débats autour du PPACI et bien entendu l'appel à l'union de la gauche ivoirienne lancé par Charles Blé Goudé, président du COJEP. Pour nous aider donc à comprendre tous ces enjeux, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes en plateau avec Aouman Gaël Lakba, analyste politique. Bonsoir Gaël. Bonsoir Daniel. En face de vous, il y a Dr Ouattara, également analyste politique. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Daniel, c'est un plaisir Juste de à te côté de retrouver. vous, il y a donc Sylvain Debailly et qui intervient sur ce plateau en qualité de journaliste. Merci Sylvain d'être également avec nous. Merci Daniel. Mesdames et messieurs, nous allons aborder le premier sujet comme annoncé tantôt. Il s'agit donc du renouvellement de l'exécutif ivoirien qui a suscité de nombreux commentaires et de nombreuses attentes parce qu'au lendemain de la formation du nouveau gouvernement Begré Mambé II, 34 ministres, dont 6 femmes, ont déjà entamé leur entrée. Une première réunion présidée donc par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rappelé les priorités de l'action gouvernementale. Alors nous allons rentrer dans le détail de ce nouveau départ pour le pays. Et ma première question s'adresse donc à Gaël Lakba. Le premier constat que vous faites sur la formation de ce gouvernement dénommé donc Begré Mambé II. Alors, le premier constat est qu'on a assisté véritablement à un remaniement, parce qu'il faut rappeler que l'exercice même du remaniement ministériel, ça consiste à faire une réorganisation partielle ou totale du gouvernement. D'accord. Alors ici, on a assisté, moi je dis autour de 90% des anciens ministres sont restés, avec quelques nouvelles têtes qui sont entrées. Je crois autour de 4 ou 5 nouveaux ministres qui font leur entrée dans le... Alors vous parlez de 90% donc du gouvernement resté maintenu dans le nouveau. Comment est-ce qu'on analyse la présence de 6 femmes au cœur de ce gouvernement Mambé II? Alors, la présence de seulement 6 femmes dans ce gouvernement montre que les femmes ne se lancent pas beaucoup en politique. Alors, il n'y a que quelques femmes qui ont du cran, qui se mettent au devant de la scène pour aller sur le terrain, pour porter des convictions, des convictions des partis politiques comme le RDL, le RADP, le PPACI et le PDCI. Il n'y a que quelques rares femmes qu'on trouve dans ce milieu. Du coup, quand un candidat ou bien quand le président d'un parti accède au pouvoir, s'il n'y a pas assez de femmes qui étaient là au moment des grands combats, c'est difficile d'aller chercher des femmes en arrière-plan pour venir les positionner en tant que ministre. Voilà. On sait tous qu'avant d'être nommé ministre, il y a au moins un certain nombre de critères. Comment on appelle ça? La compétence seule ne suffit pas. Il faut une loyauté. Voilà, il faut avoir été loyal envers celui qui porte le chapeau du moment. Alors, il faut quand même signifier que ces 6 femmes-là étaient déjà dans le gouvernement antérieur. Effectivement, ces 6 femmes étaient là antérieurement, raison pour laquelle elles ont été reconduites. Et vous voyez qu'il y a eu des nouvelles têtes dans ce gouvernement. Il n'y a même pas eu une nouvelle femme ministre. Ce sont tous des hommes qui ont fait leur entrée. Ce qui veut dire que les femmes qui étaient en arrière-plan n'ont rien fait pour changer leur situation, pour être au devant de la scène. Voilà. Elles sont restées au statu quo. Elles n'ont pas levé le petit doigt pour changer la donne. Concernant la position des femmes au sein du gouvernement? Non, pas du tout. Pas du tout. En 2026, je pense que si on veut former un gouvernement uniquement de femmes, on peut trouver les femmes en Côte d'Ivoire ici. Voilà, on peut trouver les femmes. Et il dit que les femmes ne s'engagent pas suffisamment en politique, mais ce sont des situations pareilles qui vont décourager les femmes à s'engager en politique. Mais à la vérité, les femmes s'engagent en politique. Vous avez vu les dernières élections législatives, elles étaient quand même une bonne poignée. Plus de 1000 femmes étaient à ces élections, donc c'est déjà encourageant. On ne peut pas dire que dans le cadre d'un gouvernement, on n'a pas suffisamment de femmes pour les intégrer dans l'équipe gouvernementale, d'autant plus que former un gouvernement, ce n'est pas seulement récompenser des cadres politiques, voilà, ben c'est mettre des compétences aux places qu'il faut. Donc les compétences féminines, nous en avons plein en Côte d'Ivoire, et il y a même un document qu'on appelle le compendium des compétences féminines,
je crois que quand on regarde ce compendium-là, il est assez volumineux. C'est-à-dire que si on veut avoir des femmes pour les mettre à des postes, on les aura toujours. Merci beaucoup. Le Premier ministre a d'ores et déjà évoqué le programme national de développement 2026-2030. On va se pencher à présent sur cette ambition. On se rappelle qu'au cours de ce premier conseil de ministres de l'année 2026, le Begré Mambé a exprimé sa gratitude au président. Il a même appelé à l'exécution du programme en question. Gaël Lakpa, comment est-ce que vous évaluez cette ambition et les différents défis associés à ce programme? Alors, parlons de cette ambition des objectifs du RHDP. Il faut notifier que le RHDP, c'est le parti qui a été au pouvoir et qui est au pouvoir depuis 15 années. Donc, ils ont un projet de société, de gouvernement qu'ils ont déroulé. Ils ont un bilan qu'ils jugent positif et que certainement une autre partie des Ivoiriens pourrait critiquer. Et aujourd'hui, à mi-parcours, je dirais, il reste 5 ans. Ils sont à un niveau et ils ont apporté quelques innovations. Sinon, pour moi, c'est presque la même chose qu'entre 2020 et 2025, mais beaucoup de projets en cours que maintenant ils vont chercher à mener à l'achèvement et puis certainement commencer d'autres nouveaux projets comme par exemple le combat sur l'écologie. Les énergies renouvelables et tout ça c'est une nouveauté. Au plan numérique aussi, c'était déjà lancé, mais ils vont encore accélérer. Ils l'ont dit, le président lui-même le dit, le Premier ministre Begré Mambé aussi le dit. Il ne parle pas de commencer, mais il parle d'accélérer les projets qui étaient déjà lancés. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus en attente, les plus grands bénéficiaires, ce sont les populations qui, effectivement, se plaignent à plusieurs niveaux de la cherté de la vie, de la précarité à certains niveaux, dans l'enseignement, au plan social. Il y a beaucoup de défis qui demeurent. Autant de projets sont cités. Il faut apporter les solutions vraiment précises aux problèmes précis qui sont. Autant de projets sont cités donc par Gaël Lakpa, Dr Ouattara Daouda. Quels indicateurs de performance devraient être prioritaires dans ce programme national de développement sur la période 2026-2030 ? Alors, si on part du principe que le soubassement ou bien le pilier de toute société, c'est l'être humain, moi je pense qu'on doit tabler sur le capital humain. D'accord. Parce que c'est l'humain qui est à la base du béton, c'est l'humain qui est à la base du développement durable, c'est l'humain qui est à la base des chiffres, c'est l'humain qui est à la base de tout. Donc pour moi, la primaire ou bien la priorité des priorités doit être le capital humain. Investir intensément dans la formation des élèves, des étudiants et même renforcer la capacité de ceux qui sont déjà en activité, que ce soit les administrateurs, que ce soit les petits fonctionnaires, même dans le domaine privé. Il va falloir que l'humain soit compétitif partout. Il va falloir que l'humain soit compétent partout. Et c'est avec cette compétence-là que les autres piliers ou bien les autres paliers vont prendre de la hauteur. Il n'y a que l'humain qui est au centre de tout ça. Quand l'humain est compétent, quand l'humain est performant, quand l'humain est bon, vous voyez que tous ces autres paliers-là vont prendre de la hauteur, vont aller de l'avant. Et puis la Côte d'Ivoire va redorer son blason. La Côte d'Ivoire va retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Mais ce plan PND, c'est vrai, c'est le nom qui a changé, puisque à l'époque, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait le plan quinquennal, où on faisait un plan sur 5 ans. Et toute la politique sur ces 5 ans va se baser sur ce plan quinquennal-là. Et quand on finit ça, on adopte un autre plan au fur et à mesure. Donc, je pense que le président Ouattara et son équipe ont bien fait de remettre sur la table ce programme-là pour que nous retrouvions dans la position à laquelle nous étions avant les années de crise. Merci. Sylvain Debailly, Dr Ouattara Daouda parle de reposer ce PND sur le capital humain. Dans cette dynamique, on a donc assisté au renouvellement de la formation donc, gouvernementale. On a assisté à des sortants qui sont appelés à d'autres fonctions. Est-ce que cela vient traduire une rotation naturelle ou finalement un repositionnement stratégique ? Non, c'est la vie dans tous les pays, la vie politique. Elle est faite de départ, d'entrée,
de nouveaux gouvernements, de gouvernements ici ou là. Bon, c'est pas vraiment ça le problème en Côte d'Ivoire. Le problème on n'a pas un problème de formation du gouvernement, on n'a pas un problème de personnel. Nous avons du personnel. Maintenant, comment on fait le management de ce personnel-là pour qu'il y ait une efficacité, pour qu'il y ait une cohérence dans l'action gouvernementale. Là, on a pensé que après l'élection du président Ouattara pour son 4e mandat, on a pensé que ce serait une sorte de renaissance, une sorte d'énergie nouvelle pour pouvoir redynamiser la machine. Mais bon, Gaël le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui est composée à près de 70%, ce qu'il a dit. 90%. Il a dit 90%. Des personnalités qu'on avait dans les précédents gouvernements. Bon. Est-ce que vous pensez que cette formation gouvernementale-là peut véritablement renforcer l'unité et la stabilité du pays? Non, je pense que c'est un choix. C'est un choix. Le président, avant d'être élu, il avait énoncé un programme et je pense que c'est à lui de trouver les hommes qu'il faut pour réaliser ce programme-là. Voilà, ça c'est tout à fait naturel. Mais moi, je crois que le fait de mettre l'accent sur le tout infrastructure, je crois que ça me dérange un peu parce qu'un pays, ce n'est pas seulement les infrastructures. Un pays n'est pas seulement fait de béton. Comme il a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec, c'est l'homme au centre de tout ce qu'on fait. Et moi, je suis souvent préoccupé quand je vois que dans ce gouvernement, on ne parle pas suffisamment des questions des droits humains. La question des droits humains. Parce qu'au moment où ce gouvernement prend fonction, on a plus de 1600 de nos compatriotes qui sont encore emprisonnés pour des raisons politiques, pour des raisons liées à l'organisation de l'élection. Et je pense qu'il est temps maintenant de donner un sens à la cohésion nationale et, n'est-ce pas, de se dire que, bon, nous sommes des frères ivoiriens, des problèmes ont pu surgir. Donc maintenant, c'est vrai, il y a la justice qui va faire son travail, mais tout ne peut pas être cadencé par la justice. À un moment donné, il faut lever le pied pour pouvoir donner cette énergie aux hommes pour qu'ils puissent la libérer, parce qu'il faut libérer de l'énergie pour que la machine puisse aller de l'avant. C'est en conjuguant les intelligences, donc à travers soit le gouvernement, mais chacun au poste où il est, que nous allons de l'avant. Mais s'il y a une partie du peuple qui est crispée, qui est dans les soucis, bon... Alors, Gaël Lafar, la sécurité et la stabilité restent quand même au cœur des préoccupations des populations de Côte d'Ivoire. En termes de défis spécifiques, qu'est-ce qui attend les ministres au niveau de leurs différents postes? Vous pouvez nous citer 2-3 exemples de certains ministères que vous pouvez choisir? Des ministères où il y a les défis. Bien sûr, enfin il y a les défis dans tous les ministères. Par exemple, moi je fais une observation, ce sera la seule parce que je veux plus développer un autre aspect. C'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'on aurait dû laisser Mme Mariétou continuer parce qu'elle avait initié beaucoup de réformes. On dit aussi que l'administration, c'est une continuité. Oui, c'est bien. Pour finir, c'est ce que ça veut dire que... Bon, on va laisser finir. On va laisser finir, Gaël. On va laisser finir, Gaël. Il pourra nous expliquer mieux. Voilà, justement, si je n'y arrive pas, on ne saura pas. Allez-y. Voilà. Parce que, vous savez, moi, j'ai bien suivi surtout les discussions entre le gouvernement et puis les différents syndicats qui revendiquent au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu des moments où le gouvernement a eu le ton très ferme et c'est elle qui, malgré toutes les difficultés, réussissait quand même à discuter avec ces gens-là. Vous savez que leur dossier, jusqu'à aujourd'hui, tout n'a pas encore été traité. Et c'est elle, je pense, qui était l'oreille attentive. Parce que les syndicats enseignants, il y a beaucoup de problèmes et j'espère bien, c'est vrai que l'État c'est une continuité, mais dès cet instant où il y avait cette bonne alchimie entre elle et ses syndicats, malgré le fait que souvent le gouvernement tape du poing sur la table, c'est elle-même par derrière qui vient aider. Donc c'est de ce point de vue-là, j'ai dit qu'il fallait au moins la laisser continuer. Et M. Debailly, justement, avec quelques jours qui réagissent là-dessus très rapidement, et puis on vous donne la parole. Vous parlez donc du ministre Nguessan Kofi. Oui, je vais dire que... quel que soit l'homme commun, c'est un travail d'équipe. Voilà, parce que les questions sont traitées au sein d'un appareil, au sein de l'appareil gouvernemental. En conseil des ministres, que certains
certains problèmes sont traités. Donc, que ce soit Kofi Nguessan, que ce soit Mariatou, je pense que c'est le choix du président. D'accord. Mais toujours est-il que des problèmes existeront toujours. Alors, peut-être qu'on veut apporter un nouveau management. Une certaine fraîcheur. Voilà, une nouvelle fraîcheur au règlement des problèmes. Mais c'est à l'action que nous allons voir comment Kofi Nguessan, qui n'est pas étranger à ce problème, parce qu'il était au gouvernement quand les syndicats posaient ce problème-là. Bon, je pense qu'il a sa méthode. D'accord. Vous terminez très rapidement. En une minute, très rapidement. Pour enchérir rapidement ce qu'il a dit, au fait, le ministre Kofi Nguessan, quand il était au ministère de l'enseignement technique, il avait fait un excellent travail, un excellent boulot. Jusqu'à présent, même, je peux pas dire que même celui qui a rehaussé l'image, même celui qui a... La formation professionnelle. Remodelé l'image même de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, tous les ministres qui viennent, ils sont tranquilles. Merci. Donc, je pense bien que c'est cette rigueur-là qu'il faut à l'éducation nationale. On va poursuivre avec Gaël. On va justement, c'est le cas pour tous les moi c'était mon observation, pour tous les ministres d'ailleurs. Le président de la République l'a dit, il leur fait confiance. Et j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens un peu déçus, un peu amers lorsque le gouvernement a été formé, parce que le président de la République, au lendemain de son élection, a parlé de mise en avant, de réalisation de ce qu'on appelle la transmission, mais la transition générationnelle. Il va remettre le pouvoir à une autre génération. Donc les gens ont plus pensé à retrouver un gouvernement avec du frais. Mais finalement, ce sont les mêmes qui ont été reconduits, mais il a dit, il fait confiance à ces personnes qu'il a mis là où il faut. Nous, et les Ivoiriens en général, pourront les juger au résultat d'ici 2 ans, 3 ans, en fonction de ce que chacun aura fait. Mais effectivement, Sylvain le disait tout à l'heure, il ne faut pas miser seulement sur l'infrastructure, mais les infrastructures, c'est important aussi, parce qu'on se sert de ces infrastructures-là pour pouvoir nous déplacer. C'est important. Il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre. Vous ne pouvez pas miser, c'est vrai, miser sur le capital humain, c'est important, mais si jamais on avait affaire à un gouvernement qui misait seulement sur le capital humain et ne faisait rien au niveau infractionnel, voilà. Donc vous voyez, c'est un ensemble. Et moi je dis plus que il faut aller, c'est-à-dire, on a le défi de l'industrialisation. Au niveau du secteur café, cacao et tout, au niveau de l'agriculture, il y a la modernisation. Depuis belle lurette, on n'y arrive pas. C'est un défi et ça compte dans les projets du président Ouattara. Maintenant, je veux résumer rapidement. L'Ivoirien aujourd'hui a besoin premièrement de se former, de manger, de se soigner, se déplacer et dormir. Si vous réussissez à régler ces 5 différents thèmes que j'ai dit, tranquillement, ils seront... Merci Gaël. Gaël a parlé de transition générationnelle. Ça me permet de poser la question suivante à Dr Ouattara Daouda. La place de la jeunesse dans ce nouveau gouvernement formé. La place de la jeunesse, elle est toute petite comme ça, mince. Oui. Parce que, à part le ministre Touré Mamadou, le ministre Jean-Louis Moulot, et puis je crois 1 ou 2 autres qui paraissent un peu jaunes. Les autres là, bon, je ne dirais pas en griffe, des vieux. Voilà. Bon, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas parler de transition générationnelle et puis reconduire les mêmes qui étaient là et puis laisser les jeunes dans leur coin. Quand il s'agit d'organiser les élections, quand il s'agit de faire les meetings, quand il s'agit d'aller sur le terrain pour parler, pour faire quoi que ce soit, ce sont les jeunes. Maintenant, quand arrive la période des nominations, rien, les jeunes, on les écarte. Mais le problème, c'est que vous prenez de l'âge avance. Mais il va falloir que vous formiez une nouvelle génération. Une génération qui va prendre la relève. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Et je suis obligé de dire, mais peut-être qu'arrivé à un moment donné, ça sera un fourre-tout comme ce qui se passe au PDCI actuellement. Parce que si ils n'ont pas pris le temps de préparer une nouvelle génération ou bien quelqu'un, peut-être qu'un jour... La question du PDCI n'est pas au cœur de l'entretien. Non, c'est une manière de parler. Non, c'est vrai. C'est une manière de parler. Cette émission, parlons maintenant des défis économiques qui sont aussi importants pour ce nouveau quinquennat. Comment est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là pourra stimuler la croissance et la création d'emplois des jeunes dans notre pays? Alors, je pense que les jalons sont déjà jetés depuis belle lurette, même si ça coince. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'au
au lieu de permettre à l'Ivoirien de s'épanouir économiquement parlant, ce sont les taxes, ce sont les impôts qui viennent les maintenir dans le noir. Ce sont ces taxes-là qui viennent les maintenir dans la paupérisation. Vous voyez, à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, quand un Ivoirien créait une entreprise, il y avait une exonération d'impôts sur peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça dépend de son secteur d'activité. Et puis, on le suivait. Il faudrait que son entreprise monte d'un cran avant de le rattacher aux assiettes. Mais aujourd'hui, quand l'Ivoirien déclare son entreprise au CPC, le CPC le rattache directement aux assiettes, sans même chercher à savoir si ce dernier exerce déjà pleinement ou pas. Ou bien s'il a déjà 1 ou 2 clients ou pas. On ne cherche pas à savoir, on les rattache aux assiettes et il commence à contribuer. Et ça tue les entreprises. Merci beaucoup. On a 2 questions avant de terminer nos échanges sur ce premier sujet. Pour conclure, on va s'intéresser au mécanisme de suivi et au partenariat. Monsieur Debaï, l'opinion publique, est-ce qu'elle attend des résultats rapides ou les populations de Côte d'Ivoire sont prêtes à patienter pour que le travail se réalise à long terme? Oui, mais ils sont en droit d'attendre des résultats, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de changement à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des programmes qui étaient là, il suffit de les mettre dans le pipe. Et puis bon, on n'a pas besoin d'attendre. Donc, si le mandat du président Alassane Ouattara a été renouvelé, c'est parce que, logiquement, les Ivoiriens lui font confiance. Et donc, il n'y a pas de raison d'attendre. Et c'est ce qu'il a demandé à ses ministres, de tout mettre en œuvre pour que ce qui est là, ce qui est déjà tracé dans le PND, pour que ça soit exécuté. Et si cela est bien exécuté, bon, évidemment que ça pourrait produire des résultats au bonheur des Ivoiriens, parce que les attentes, effectivement, sont nombreuses dans l'emploi, dans l'industrialisation, dans le commerce même intérieur, la consommation. Merci etc. Sylvain Debaï. Pour concilier développement et cohésion, Gaël Lacroix, qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement? Il faut mettre en place une politique d'inclusion. Une politique d'inclusion parce que c'est vrai, depuis 2011, ça a été dit que le parti au pouvoir gouverne et l'opposition s'oppose. Là, la question, elle est bien claire. La solution à cela, c'est la cohésion. Vous savez, vous pouvez être aux affaires en tant qu'un parti et puis associer même la société civile à la gouvernance. Si vous ne voulez pas associer l'opposition, mais au moins la société civile, pas seulement les membres de votre camp ou bien de votre parti politique. Ça sonne un peu gouvernance unilatérale, vraiment. Mais c'est leur droit, hein, c'est leur droit. Ils gagnent les élections, ils gouvernent avec qui ils veulent. Mais comme on parle de développement et de cohésion, donc la cohésion inclut l'inclusivité de tous. Merci beaucoup Gaël. Mesdames et messieurs, après le renouvellement du gouvernement ivoirien, nous allons nous intéresser à présent à l'actualité d'un autre grand acteur politique du pays. Il s'agit donc du PPACI, c'est le parti de Laurent Gbagbo, absent de la dernière présidentielle, ayant boycotté bien entendu les législatives, qui se prépare à son premier congrès ordinaire en mai 2026 et souhaite relancer sa dynamique politique. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur la décision du comité central et l'organisation du congrès. On va commencer avec Dr Ouattara Daouda. Selon vous, que signifie véritablement la tenue de ce premier congrès ordinaire du PPACI qui s'annonce donc pour mai 2026? Alors, la tenue de ce premier congrès va, dans un premier temps, renouveler les instances du parti et puis mettre en place ou bien poser les jalons du combat à mener pour pouvoir reconquérir le pouvoir d'État de façon pacifique, je vais dire, en 2030. Et à cet effet même, ce comité qui s'était réuni avait même demandé à ce que le président Laurent Gbagbo revienne sur sa décision. Voilà, donc, rapprochez-vous du micro. Voilà, donc nous attendons vraiment la réponse du président Laurent Gbagbo, surtout que nous savons que ce dernier est le fétiche de la gauche ivoirienne. Voilà. Monsieur Debaï, le message principal que cette préparation de congrès vient donner à l'ensemble des militants du PPACI?
Oui, vous voulez parler du message principal qui est sorti du... En effet. Qu'est-ce qu'on vise en organisant un tel congrès pour le bénéfice au compte du Le congrès est statutaire. Le PPACI, c'était déjà en 2021, qui était porté sur les fonds baptismaux. 5 ans après, je crois que c'est inscrit dans leur test, il faut un congrès. Donc c'est un congrès, c'est une réunion qui est statutaire. Et donc, les militants vont se soumettre à ce devoir, à cet exercice. Mais déjà, on balise déjà ce rassemblement-là avec le maintien de Laurent Gbagbo à la tête de l'appareil. Et puis bon, quitte à modifier un peu la structure et à donner la place, à faire entrer encore des jeunes et puis bon, alors, à relancer on la constate, machine. Voilà. On se rappelle que Laurent Gbagbo, dans le mois en année 2025, annonce une certaine retraite pour l'année 2026. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cadres qui lui demandent de rester encore à la tête du parti, malgré sa volonté annoncée de se retirer. Parti, ouais. Comment est-ce qu'on comprend cette volonté de vouloir le laisser là? Oui, je pense que c'est Laurent Gbagbo qui avait annoncé son départ et je pense personnellement que c'était de bonne foi parce que après tout ce parcours politique qu'on lui connaît, comme tout travailleur, il était temps, n'est-ce pas, de prendre sa retraite. Mais quand il disait vouloir prendre sa retraite, c'était pas une retraite politique, c'était quitter la tête du PPACI et devenir militant de base. Mais ça, c'était lui. À un moment donné, les militants ont réfléchi et lui ont retourné l'ascenseur pour dire que président, nous te voulons encore à la tête de notre parti parce que c'est toi qu'il faut. Et je crois que c'est ce qu'il a accepté. Bon, c'est une organisation privée, c'est leur parti politique. Ils ont le plein droit de maintenir à sa tête qui ils veulent. Mais dans l'attendement de tous, c'est que Laurent Gbagbo devait se retirer pour laisser place à une autre génération. Mais je pense qu'il peut garder la tête du parti et puis bon, modifier, n'est-ce pas, le statut, le top management de ce parti. Voilà, donc parti d'une autre façon en quelque sorte. Bon, mais s'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'il y a un certain nombre de défis quand même qui se présentent dans ce parti. Vous savez, est-ce que Laurent Gbagbo part en laissant derrière lui 1600 prisonniers? Est-ce qu'il part avec sa veste ou alors son leadership souhait? Parce qu'il a été condamné à 20 ans dans un procès où on dit qu'il a braqué la BCAO. Est-ce qu'il part à la retraite avec toute cette souillure? Ou alors, les militants lui permettent de se laver de cette souillure avant d'aller le déposer ensemble. Quand ils seront d'accord à sa retraite politique, bon, ils disent que ce n'est pas le cas, qu'ils maintiennent Laurent Gbagbo parce qu'en tant que parti socialiste, il y a encore beaucoup de défis ils ont un devoir de solidarité vis-à-vis de lui, donc ils restent à la tête du parti pour mener ensemble les combats avec lui. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, si jamais vous êtes encore sur cette info, parce que nous venons à peine de l'apprendre. Il y a un renouvellement au sein des parties dirigeantes du PPACI. On apprend à l'instant que le poste de vice-président chargé de la politique et de la sécurité est désormais attribué à M. Koudou Gbagbo Michel. Comment est-ce que vous l'analysez? À chaud comme ça? À chaud là, oui. C'est un réaménagement propre à une organisation. On s'y attendait? Non, moi je ne m'y attendais pas, honnêtement. D'autant plus que pour l'instant, au sein du PPACI, je dirais qu'il vaudrait mieux attendre après le congrès pour mieux voir clair. D'accord. Parce que pour l'instant, je pense que beaucoup de choses risquent de se passer avant ce congrès. D'autant plus qu'il y a un bon nombre de cadres qui sont incarcérés aujourd'hui. C'est un parti, je vais dire, à moitié debout, à moitié couché. Donc ça, certainement, c'est un réaménagement pour permettre de relancer un peu la machine avec lui. Voilà, donc c'est ce que je peux dire tout de suite. Michel Gbagbo à la tête, Michel Gbagbo à la tête de la vice-présidence chargée de la politique. Est-ce que l'homme a les armes? C'est un cadre, non pas des moindres, au niveau du PPACI. Voilà, je pense bien qu'il a les prérequis nécessaires pour pouvoir assumer cette responsabilité au sein du PPACI. Seulement que je le trouve un peu plus effacé par rapport
à certains cadres comme Kone Katina, Blaise Lasme, Stéphane Kipré et autres. Je le trouve un peu effacé. Voilà. Bien, revenant sur le départ ou pas du président Laurent Gbagbo de la tête du PPACI, moi je pense que ce ne sont pas les cadres qui sont levés pour demander au président Laurent Gbagbo de partir, ce n'est pas le comité qui a demandé au président Laurent Gbagbo de partir, c'est venu de lui-même. D'accord. Alors peut-être que le président Laurent Gbagbo, sentant le poids de l'âge, c'est l'une des raisons pour laquelle il a décidé de partir, ou bien peut-être il a senti qu'il ne pourra plus rediriger le pays. Donc c'est un combat perdu d'avance. Peut-être qu'il veut se concentrer sur lui-même, se reposer, et puis, ou bien peut-être même il veut asseoir une équipe dirigeante pour être le premier grand leader en Côte d'Ivoire à avoir passé la main de son vivant, pour aider ce leader-là à asseoir sa suprématie au niveau de la gauche, et puis pour éviter d'ouvrir la boîte de Pandore, pour éviter d'ouvrir la bataille pour la conquête de la présidence de ce parti-là. Très rapidement, 30 secondes pour permettre qu'on aille plus vite. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Bien, alors moi je veux qu'on regarde un peu d'un point de vue général. Au niveau des partis politiques traditionnels ivoiriens. On se souvient que le président Ouattara du RHDP avait dit à un moment son souhait de se retirer et qu'il laisserait la place à une nouvelle génération. On a vu le même scénario où les cadres du RHDP ont demandé au président de la République, le président du RHDP, de demeurer à la tête du parti. C'est ce qui a été. Aujourd'hui, on trouve un Laurent Gbagbo qui, en octobre 2025, a exprimé son souhait de se retirer. Et c'est tout à fait logique, c'est normal. Parce que Laurent Gbagbo, c'est celui-là, depuis les années 90, qui a beaucoup donné. Il a donné de lui-même, de son corps, de son âme, de son temps pour la politique. Combien de fois il a été en prison? Et aujourd'hui, je pense qu'avec le poids de l'âge, il a vu que c'était le moment de se retirer. De se reposer. Se mettre un peu à l'écart pour devenir le plus haut sage. Et puis c'est pas dit, on ne finit jamais la politique tant qu'on est sur terre. Il pourrait être en retrait et puis continuer à donner des consignes, des instructions à cette nouvelle équipe-là qui serait venue. On parle tout le temps de transition générationnelle, de transmission générationnelle. Mais les partis même et leurs cadres ne sont pas prêts à passer. Laurent Gbagbo veut partir, les cadres du PPACI ne veulent pas qu'il parte. Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'il parte? Vous vous souviendrez que sur ce même plateau, j'avais dit, quand le président Gbagbo a annoncé son départ, j'avais dit que d'ici le premier trimestre 2026, on verrait mieux et qu'il y avait des risques de tiraillement au sein du PPACI quant à la succession du président Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, enlever Laurent Gbagbo, qui vous voyez comme leader charismatique qui peut diriger le PPACI? D'autant plus que ils ont commencé avec le FPI il y a longtemps, je vais revenir là-dessus. Afin Guesson n'est plus. Je vais vous accorder 30 secondes. Oui, Afin Guesson n'est plus au FPI, bon, au PPACI, puisqu'ils se sont divisés. Simon Neivé n'est plus. Charles Bégoudé n'est plus. Awadon Melo. Aujourd'hui, Mamadou Koulibaly, tous ces cadres-là aujourd'hui ne sont plus. Si Laurent Gbagbo s'en va aujourd'hui, sans compter qu'il y a un groupe de cadres qui ont été sanctionnés parce qu'ils sont allés aux élections. Donc en fait, ça allait vraiment chauffer au sein de ce parti. Pour l'instant, je pense qu'on veut maintenir Laurent Gbagbo pour calmer les ardeurs et pouvoir gérer le parti de sorte à ce qu'il n'explose pas. Merci Gaël. On va poursuivre donc dans le cadre de ce renouvellement au sein de la machine PPACI. Juste à côté du poste de vice-président chargé de la politique est donc revenu à Michel Gbagbo. Il y a également eu 33 autres nominations. Ma question en ce moment, c'est de savoir si cette nouvelle fraîcheur de nomination n'est pas faite en raison de tous ces cadres politiques du PPACI qui sont aujourd'hui en prison. Sylvain? Oui, il y a d'abord ça, savoir qu'il y a un certain nombre de cadres écartés pour des faits de prison qui ne sont plus véritablement opérationnels. Donc, il devait y avoir des retouches pour pouvoir maintenir la machine. Mais il y a aussi que ces nominations arrivent en prélude au Congrès qui est annoncé pour le 15. D'accord. Voilà. Il faut bien organiser. Il faut bien organiser et cela dessine un peu le statut
de ce congrès-là, ça dessine un peu le personnel auquel il faudra avoir affaire après le congrès. Alors, tout compte fait, on constate aujourd'hui que Laurent Gbagbo reste encore le centre de ce parti. Est-ce que cette centralité-là, enfin, vous la voyez comment? C'est un atout, c'est un risque pour le parti? Non, ce sont les militants qui décident. Ils disent que Laurent Gbagbo est le ciment de leur unité. Tout comme, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié était hier le ciment de l'unité du PDCI. D'accord. Tout comme Alassane Ouattara pour le RHDP. Donc, dans ces partis-là, on ne veut pas se défaire de la figure tutélaire de leur leader historique. Vous comprenez? Peut-être qu'à un moment donné, ils feront sans lui, mais pour l'instant, comme il est là, ils font avec lui. Vous vous souvenez certainement de cette boutade du président Henri Konan Bédié lorsque l'on lui demandait c'est quand votre retraite, il avait retourné la question pour demander vous voulez la date de ma mort. Voilà, donc tant qu'ils vivent, moi, je pense qu'ils seront encore là, ils seront dans l'arène politique. Et bon, alors, les militants l'ont proposé à Laurent Gbagbo. On n'a pas encore de réponse définitive à cela. Docteur Ouattara, est-ce que vous pensez qu'il y a des profils susceptibles de remplacer Laurent Gbagbo à la tête du parti? Ce serait compliqué, ou bien ce serait même illusoire de vous dire qu'il y a quelqu'un pour remplacer le président Laurent Gbagbo à la tête du PPACI actuellement. À la hauteur, oui. Puisque comme vous l'avez signifié, Mamadou Coulibaly n'est plus là. Afin Guessan, Simone Hervé Gbagbo, Awa Domelo, Charles Blé Goudé, des personnes avec une certaine carrure, un certain leadership, il n'y en a plus. D'autant plus que certains même sont en prison, comme les Blaise Lasme et autres. Stéphane Kipré qui vient d'être sanctionné. Donc, quand on regarde dans les girons du PPACI aujourd'hui, c'est un peu compliqué de passer la main. Mais ça sera compliqué parce que l'une des autres raisons est que le président Laurent Gbagbo, c'est comme, je dirais, ce qu'on appelle un comprimé de paracétamol pour certains. Ce ne sont pas les idéaux du PPACI qui font qu'ils sont dans ce parti. C'est parce qu'ils aiment la personne du président Laurent Gbagbo. Ceux-là, on appelle les Gbagboïs, depuis le FPI. Surtout quand vous allez aujourd'hui, quand vous prenez les fichiers même du PPACI, ceux qui ont leur carte, ils ne sont pas peut-être quelques milliers. D'autres parlent des Gors, pour dire... Ouais, des Gors, Gbagbo ou rien. C'est-à-dire ce ne sont pas les idées qu'ils prônent, qu'ils regardent, mais c'est la personne du président Laurent Gbagbo qu'ils regardent. Donc aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo n'est plus à la tête du PPACI, ceux-là sont tentés d'aller voir ailleurs. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de dire. Si le président Laurent Gbagbo quitte la tête du FPI ou du PPACI aujourd'hui, on risque d'avoir l'ouverture de la boîte de Pandore. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, à l'avant-dernier, parce que le temps court après nous. Vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs, nous avons suivi donc la relance du PPACI. Nous allons nous intéresser à présent à un autre acteur de la scène politique. Il s'agit de Charles Blé Goudé et du COJEP, parce que ce mercredi 28 janvier, il a animé une conférence publique au plateau sur le thème « Une autre Côte d'Ivoire est encore possible », où il a présenté justement son projet de gouvernance. Il a même lancé un appel à l'union de la gauche ivoirienne. Pour mieux comprendre cette initiative et les propositions concrètes de Charles Blé Goudé, nous vous proposons ce reportage de Pierre Thiéby qui a pris donc part à cette conférence de presse. Réunir la gauche ivoirienne, plus qu'une ambition politique, c'est un rêve que Charles Blé Goudé continue de porter avec détermination. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples l'a réaffirmé ce 28 janvier lors d'une conférence publique. Face à ses militants et sympathisants, Charles Blé Goudé a réitéré sa volonté de devenir président de la République de Côte d'Ivoire, une aspiration nourrie par une vision qu'il dit profondément humaine, où le peuple est placé au cœur de l'action publique, selon son credo, gouverné par l'essentiel et les priorités. À ce niveau-là, j'ai un rêve de voir renaître une gauche ivoirienne. Parce que c'est la gauche qui, dans sa politique, dans ses valeurs que vous connaissez, peut redonner à la politique un visage humain. Je ne suis certainement pas la bouche la plus autorisée à le dire. Pourtant,
Le besoin est là, la nécessité est là, l'urgence est là. Donc je lance cet appel-là à la renaissance de notre gauche ivoirienne, qui peut redonner à la politique un visage humain. Charles Blé Goudé a également décliné les grandes lignes des réformes qu'il envisage s'il accède un jour à la tête de l'État. Parmi ses propositions figure l'encadrement des budgets de campagne électorale, la promotion d'une Côte d'Ivoire solidaire, la création et le renforcement d'une classe moyenne, ainsi que la création d'emplois. Il prône par ailleurs la formation dès la fin du cycle primaire, une réforme en profondeur du système éducatif, avec l'amélioration des conditions des apprenants et des enseignants, mise en place d'un fonds garanti pour la situation d'urgence, ainsi qu'un plan d'urgence en faveur de la souveraineté alimentaire. Aussi, une immersion patriotique pour la jeunesse. Je m'engage donc avec vous à me battre pour accéder démocratiquement à la présidence de la République un jour. Je le ferai avec une équipe dynamique qui connaît les besoins des Ivoiriens et qui va répondre à leur désir le plus profond, c'est-à-dire restaurer leur dignité. Je me battrai pour ça. Ça prendra beaucoup de temps. Ça fera face à des moqueries. Mais rien ne peut m'arrêter sur mon chemin, parce que je suis déterminé pour travailler pour mon pays. Entre engagement politique et appel à l'unité, Charles Blé Goudé entend ainsi rallumer l'espoir d'une frange de la population en quête de justice sociale et de renouveau selon lui. Vous l'avez compris, vous l'avez remarqué, mesdames et messieurs, Charles Blé Goudé appelle à l'unité de la gauche ivoirienne. La question, c'est pourquoi c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est urgent. Je dirais même, moi je pense même que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à une machine, une ultra-machine du RHDP qui a pu s'enraciner sur 15 années. Et souvent, ce genre de parti qui dure au pouvoir maîtrise tout le système. Vraiment, pour les faire partie, c'est pas facile. Et pour le faire en face, on sait que si on parle d'unité de l'opposition, c'est parce qu'aujourd'hui, elle est fragmentée. Si elle était solide, elle était en un, je pense que beaucoup d'échéances allaient être un peu plus compliquées pour le RHDP. D'accord. Mais la fragmentation de l'opposition, et surtout même de la gauche, fait l'affaire du RHDP. Donc, si vous êtes un bon analyste, un bon stratège, si vous posez un bon diagnostic de l'opposition ivoirienne côté gauche, alors vous devez comprendre que cette gauche-là, si elle veut vraiment avoir quelque chose dans le marigot politique ivoirien, c'est une des solutions qu'il faut. Il faut qu'elle réussisse à se rapprocher, se donner la force, et puis maintenant, à partir de là, commencer à mener les grands combats. Sylvain Sinon, pour l'instant, parler de plusieurs voix disparates et tout, même les Ivoiriens même n'entendent pas. Sylvain Debailly, quand on écoute Gaël parler et qu'on se pose la question de savoir si la gauche ivoirienne est suffisamment cohérente pour répondre positivement à l'appel lancé par Charles Blé Goudé. Bon, moi, je pense que nous sommes là à constater ce qui s'est passé jusque-là. En ce qui concerne la gauche, mais l'opposition dans sa globalité. Ce qui vaut aujourd'hui face au pouvoir, c'est l'organisation d'une réponse globale de l'opposition, une réponse structurée de l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on soit de la gauche ou qu'on soit de la droite, mais dans l'opposition, il faut qu'à un moment donné, on puisse taire les égos et les différents antagonismes pour construire une réponse cohérente et concrète face au pouvoir. C'est comme ça que moi je vois la chose. Sinon, l'union de la gauche, c'est peut-être un rêve, mais je dirais qu'à défaut de parler d'une seule voix, la gauche peut parler d'une même voix, mais avec plusieurs leaders. C'est possible. En France, ça se voit, il n'y a pas que le Parti socialiste, mais tous ceux qui sont d'obédience socialiste se retrouvent à un moment donné et puis parlent d'une même voix pour la même cause. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut aujourd'hui pour eux, c'est d'organiser une réponse, et cette réponse-là
passe par la paix entre ces différents partis-là, la cohésion, la cohérence, pour qu'ils puissent rebâtir la confiance des Ivoiriens, parce que c'est ce qui leur manque aujourd'hui, avec les divisions, l'émiettement qu'on a observé. Je crois qu'ils ont encore 5 ans pour rebâtir cette cohésion-là. Et bon, peut-être Charles Blé Goudé fait peut-être bien de commencer ce combat-là maintenant. D'accord. Et puis bon, la suite, on verra. Mais il faut qu'il commence d'abord par lui-même, parce que le COJEP aussi n'est pas sans reproche dans ce qui s'est passé, pour que la gauche arrive ainsi à s'émietter. Docteur Ouattara Daouda, l'appel à l'union est amorcé et lancé par Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que vous pensez que diront les différents partis de la gauche? Je pense que son appel sera rejeté du revers de la main, si ce n'est déjà fait. Parce que j'ai un problème de leadership. Alors, quoi qu'on le dise, le président Laurent Gbagbo est et demeurera peut-être pour bien longtemps le fétiche même de la gauche ivoirienne. Et tant qu'il sera à la tête du PPACI, ce sera difficile, voire même impossible à un autre leader de la gauche de drainer du monde. C'est clair. Et son appel il fait bien de faire cet appel, parce que c'est ce qu'a compris le RADP aujourd'hui en créant une coalition en 2005 où il y avait le RDR, le PDCI, le MFA et puis l'UDPCI de Mabry Touakus, où cette coalition-là a parlé d'une seule voix jusqu'en 2010 avant d'accéder au pouvoir. Et quand ils ont accédé au pouvoir, ils ont vu que s'ils ne se mettaient pas ensemble pour former un super parti, ils allaient tomber. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Moi je pense qu'il est temps que tous les leaders de la gauche, que ce soit Mamadou Koulibaly, Simone Eyvé Gbagbo, Awa Melo, Charles Blé Goudé et M. Afin Guessan, s'asseyent ensemble avec le président Laurent Gbagbo pour taire les égos, pour se réconcilier véritablement et former un super parti de la gauche qui va challenger le pouvoir en place. Sinon, ce sera compliqué. Parce que les alliances contre nature, où on mélange le sucre avec le sel, ne nous mèneront nulle part. Alors, on ne fera que tourner en rond. Il va falloir que tous ces quatre-là reviennent autour du président Laurent Gbagbo pour former un super parti, pour redynamiser la gauche ivoirienne. Et je pense bien que si ce dynamisme se met en place, le RADP ne fera pas le poids. Gaël Lakba, Charles Blé Goudé appelle à une union de la gauche. Dr Ouattara estime qu'il faut se réunir autour du leader du PPACI, donc Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Il faut que ces partis de gauche acceptent chacun l'autre dans sa différence. C'est là que se trouve le problème. Charles Blé Goudé n'a jamais été membre du FPI. Il a toujours eu le COJEP, qui était d'abord un mouvement politique qui après s'est transformé en parti politique. Il est de la gauche. Le FPI est un parti de gauche. Mais dans le temps même, face à Houphouët-Boigny, il n'y avait pas que le FPI qui était le parti de gauche. Il y avait l'USD, il y avait le parti voilà, il y avait le PPS, il y avait de Bamba Mori Ferré justement. Il y avait tout un groupe de partis qui étaient ensemble, mais qui parlaient du même voix. Donc aujourd'hui, c'est possible. Mais il faut simplement que ces leaders-là s'acceptent chacun dans sa différence. Il faut que Simone Eyvé Gbagbo accepte Afin Guessan dans sa différence. Il faut qu'Afin Guessan accepte Laurent Gbagbo dans sa différence. Ils sont tous de la gauche, mais vous savez que dans la gauche, là, il y a plusieurs tendances. Donc chacun a sa tendance. Maintenant, le truc, c'est quoi? On veut venir aux affaires, comment on fait? On est tous de la même maison, mais chacun est dans sa chambre. On sort, on se retrouve au salon, et puis on décide comment on fait pour aller dehors. Voici aussi simplement exprimer cette question. Maintenant, relativement, il parlait des mélangés de sucre avec le... Je suis contraint de vous accorder 1 minute pour qu'on termine justement avec le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il y a la gauche qui doit se réorganiser, ça c'est impératif. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un parti de droite qui est dans l'opposition, qui est le PDCI. Mais effectivement, les deux partis, les deux groupes n'ont pas les mêmes méthodes. Donc, ce qui fait que quand ils se mettent ensemble, ça ne peut pas prospérer. Donc, pendant que la gauche se met ensemble, parle d'une même voix, ce parti qui est de droite aussi, avec ses méthodes,
parle de sa voix, et puis il arrive un moment où les deux, pour une occasion circonstancielle, se retrouvent et puis atteignent l'objectif. Voici ce qu'il y a. Merci beaucoup Gaël. Très rapidement, on va faire un dernier tour de table avec Sylvain et Dr Ouattara. Selon vous, les mesures concrètes à adopter pour garantir le succès de cette union des partis de gauche. Sylvain, en 1 minute s'il vous plaît. Non, mais moi je l'ai déjà dit, c'est de taire les différends et puis de construire un discours attractif et puis maintenant de regarder maintenant le contenu des programmes parce qu'après tout, il faudra convaincre les Ivoiriens sur leur capacité à gérer la nation, à gérer le pays. Donc un programme cohérent, un programme qui est une alternative à ce que nous montre aujourd'hui le RHDP. Et c'est à cette condition-là, en abandonnant les conflits des personnes, que la gauche pourrait se reconstituer, disons même l'opposition dans sa globalité, pourrait se reconstituer et faire front au RHDP, qui n'est pas aussi, le RHDP qui n'est pas exemple de stratégie dans ce qui arrive à l'opposition, parce que tout ce brouhaha... On aura l'occasion d'en parler dans un autre débat. Voilà, pour terminer sur le sujet... Le RHDP posera toujours des coups, mais il appartiendra à l'opposition de trouver les mécanismes pour esquiver. Pour terminer sur le sujet, parlant donc de stratégie de communication, quelle serait la stratégie de communication à mettre en place par la gauche, justement, pour convaincre l'opinion publique? Moi, je pense que rapidement, c'est de parler d'une seule voix. Voilà. Il pourrait avoir peut-être une superbe coalition de tous ces partis de gauche, ou bien former un super parti, comme je le disais tantôt, et parler d'une seule voix, mener des actions coordonnées, faire tout ensemble, mais surtout l'unité au sein de ces partis. Parce que le problème de la gauche, le problème de la gauche aujourd'hui est basé sur sinon. Le président Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Simon Eve Gbagbo, Awadon Melo, Charles Blé Goudé, etc., etc. Il va falloir que ces 6 personnes-là s'asseyent pour régler les différends et parler d'une seule voix. Voilà, c'est tout. Alors, nous sommes obligés de mettre un terme à ces différents sujets, mais nous abordons le dernier de cette émission de cet hebdo. Il s'agit donc de l'affaire concernant, c'est une affaire diplomatique concernant donc le Niger et la Côte d'Ivoire. On souligne que le pays dirigé par Alassane Ouattara a pondu un communiqué de presse. Le communiqué de presse émane donc du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Alors, je m'en vais lire le communiqué pour qu'on fasse un commentaire chacun sur le sujet. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoquée au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent également une atteinte grave à l'honneur et à la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien de relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan, le 30 janvier 2026. Il s'agit bien du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Gaël, commentaire? Je pense que c'est une belle initiative de la diplomatie ivoirienne devant un discours que je jugerais d'émotif. Je tiens à rappeler que c'est le dernier tour de table. Oui, je vous accorde 1 minute, s'il vous plaît. Émotif pour moi, à la limite du général Tiani. Et la Côte d'Ivoire utilise un discours de fermeté et laisse toujours la porte ouverte parce qu'on est dans un niveau de haute diplomatie. Je pense que c'est bien fait et il faut aussi que de l'autre côté,
pour ces différents pays de l'AES. J'ai l'impression que finalement la Côte d'Ivoire devient le souffle-douleur. Dès que quelque chose arrive net, c'est la Côte d'Ivoire. Dès que quelque chose arrive, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, finalement, ce discours n'aura plus de portée, ne sera plus important, parce que d'autant plus que quand vous accusez directement un pays, même si c'est le nom du président Alassane Ouattara, vous indexez tous les Ivoiriens, d'autant plus que nous sommes, quel que soit le parti, l'obédience, c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée. Il faut sortir les éléments à ce niveau-là. Mais quand il s'agit de faire juste des discours pour nourrir la propagande, ce n'est pas du tout sérieux. Et je pense que l'action diplomatique de la Côte d'Ivoire est bien, elle est à saluer. Mais la porte reste ouverte, mais en temps le dossier suivra son cours. Alors le communiqué il est pondu, mais il est remis à l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. C'est important de signaler ça, Dr Ouattara Daouda. Oui, arrivé à un moment donné, quand on s'était arrivé à un moment donné, il faut essayer d'agir ou bien de réagir. C'est comme danser à un bal populaire avec un aveugle. De temps en temps, il faut essayer de marcher sur son pied pour qu'il sache que tu es à côté. Je pense que c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Et moi, en tant qu'un nationaliste, moi, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter à ce simple communiqué. La Côte d'Ivoire doit monter un peu au créneau pour montrer à l'État du Niger que on ne doit pas s'amuser avec l'image de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, monter au créneau à travers des sanctions, bien sûr. Des sanctions, bien sûr. Ça peut être des sanctions économiques, ça peut être n'importe quoi, mais il va falloir que la Côte d'Ivoire monte au créneau pour montrer au Niger que nous ne sommes pas leur souffre-douleur, nous ne sommes pas leur bouc émissaire, nous ne sommes pas un État sanctuaire pour, comment on appelle ça, pour déstabiliser le Niger. Nous sommes un État sérieux, nous sommes un État dont la leitmotiv principale est la paix, que ce soit au niveau de l'Afrique occidentale ou dans le monde entier. C'est ce qu'on nous reconnaît d'ailleurs. Donc il va falloir que la Côte d'Ivoire monte au créneau. Et c'est mon avis. La Côte d'Ivoire doit monter au créneau selon Dr Ouattara Daouda. C'est un avis que vous partagez, Sylvain? La Côte d'Ivoire va certainement monter au créneau, mais je crois qu'elle a décidé d'apporter une réponse diplomatique. Elle a critiqué la sortie de Tiani dans le communiqué qui dit que les autorités contrevenaient aux usages diplomatiques. Voilà, il a manqué de la diplomatie au général Tiani. Je crois qu'il a fait parler ses émotions sur ce coup. Et c'est heureux que la Côte d'Ivoire montre la voie de la sagesse. Et bien, je pense que avec cette sortie, sinon avec ce nouvel imbroglio, il faut quand même rester vigilant parce que il est aujourd'hui regrettable que la sous-région ouest-africaine soit dans ces difficultés-là et les propos de Tiani montrent à quel point le climat de confiance et de cohésion s'est gravement dégradé dans notre sous-région. Je vais parler de l'UEMOA. Il faut donc garder la vigilance. Il faut que les autorités ivoiriennes poussent encore un peu plus, mais qu'on arrive à un moment donné à instaurer une sorte de dialogue, entre la Côte d'Ivoire et ces pays, parce que nous sommes voisins pour l'éternité et il faudra à un moment donné apaiser la situation, parce qu'on va investir dans la sécurité pour garder la vigilance, mais la sécurité la moins chère, c'est d'apaiser les relations. C'est de dialoguer. Voilà, c'est de dialoguer, c'est ce que je pense. Et je crois qu'un jour, je pense qu'un jour on va y arriver, parce que la Côte d'Ivoire et le Niger, c'est quand même deux pays qui s'imbriquent. Sylvain, le dialogue n'est pas... Merci beaucoup à tous les trois. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à Oumar Gaël Lapa. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez sur ce plateau en qualité d'analyste politique. Merci d'avoir contribué pour cette émission. Merci à Dr Ouattara Daouda, analyste politique également, et Sylvain Debailly réagissait sur ce plateau en qualité de journaliste. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, nous arrivons donc au terme de cette édition de cet hebdo. Aujourd'hui, nous avons passé en revue les grands enjeux politiques qui dessineront la Côte
Côte d'Ivoire de 2026 à 2030. On a parlé donc de la mise en place du nouveau gouvernement et de ses priorités, de la relance du PPACI autour de Laurent Gbagbo et bien entendu de l'appel à l'union de la gauche ivoirienne lancé donc par Charles Blé Goudé. Vous comprendrez que toute cette dynamique montre à quel point notre paysage politique est en pleine évolution avec des acteurs qui cherchent à réaffirmer leur rôle, à mobiliser leur base et à proposer bien entendu de nouvelles visions pour le pays. Merci encore à nos invités et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cet hebdo, toujours au cœur de l'actualité de l'analyse. Merci d'avoir suivi cette émission.